Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On parle politique fédérale, budget fédéral, course à la chefferie du Parti conservateur, guerre en Ukraine également, et de plusieurs autres sujets avec mon invité et député du Bloc québécois en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. M. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Sébastien. Beaucoup de choses. On a plusieurs sujets, mais j'aimerais qu'on commence par la guerre en Ukraine. Moi, la guerre 14-18, c'est sûr que je n'étais pas là. 39-45 non plus. Mais très souvent, là, on a, à part de la guerre en Ukraine, d'autres guerres anciennement que l'on voyait sporadiquement, comme on dit, des petits flashs à la TV. On les regardait, ouais, c'est pas drôle, ouais, c'est pas drôle. Mais là, on est branché là, directement à Mariupol, puis à tout à Kiev, puis bon, etc. On est branché là. Puis on voit les horreurs. Puis moi, là, j'en parle, là, puis je tremble encore parce que je trouve ça inhumain. Ça ne se peut pas. Puis, comme je disais à mon épouse au jour, j'ai dit, c'est comme si on est assis là, dans notre maison, puis on regarde dans la rue en avant, puis il y a 7-8 cadavres qui sont là. On est rendu là, mais c'est affreux. Moi, là, c'est... Comment vous voyez ça, cette guerre-là? Moi, je trouve ça terrible. Bien, on est rendu là aussi dans une époque où la désinformation a pris beaucoup de place. Oui. On est conscient, je suis conscient que c'est une guerre qui se fait autant dans les médias sociaux que sur le terrain. En ce sens-là, la prise de parti mondiale, tu sais, il y a une sympathie très forte à l'Ukraine, puis je m'inscris là-dedans. Oui, c'est sûr. Mais je pense que effectivement, les Ukrainiens ne sont peut-être pas que des victimes là-dedans. Il faut quand même être vigilant, puis je pense garder un regard critique face à l'information qu'on reçoit. Le cas que vous venez de nommer des cadavres dans la rue, ben ça a été notamment sur les médias sociaux très questionné. Est-ce que c'est une véritable nouvelle ou ça ne l'est pas? Puis je regardais un reportage dans lequel ils sont capables, par des images satellites, de prouver que les corps étaient là 2 jours avant et 3 jours après, tu sais, donc, ou 2 jours avant, 2 jours après. Donc, forcément, c'est pas installé comme on a voulu mettre le doute dans la propagande russe, de dire que c'est pas nécessairement nous qui l'avons fait parce qu'on est arrivé plus tard, tu sais. C'est important de garder ce regard critique-là, malgré toute l'empathie qu'on a pour cette situation-là. Puis, une des réflexions que je me fais aussi souvent là-dedans, c'est pourquoi on accorde autant d'intérêt à cette guerre-là et très peu à d'autres, à la situation en Haïti, par exemple. Moi, là, je vous arrête, là. OK, si vous me permettez, oui. Sébastien, là, je vous arrête, parce que là, j'ai un peu de misère à vous suivre, là. Parce que j'espère que vous n'êtes pas après nous dire que c'est moins pire que l'on peut voir à la télévision. Je ne dis pas que c'est moins pire que ce qu'on peut voir à la télévision. Ce que je trouve qui est important, c'est que dans toute situation, c'est de garder un regard critique, même sur ce qui se fait ici. Ça, on est dans une époque où la désinformation est là. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas être sur le terrain par défaut, évidemment. Je fais confiance au traitement des journalistes. Mais dans les informations qu'on reçoit, il y a quand même toujours cette réflexion-là qu'on doit avoir aujourd'hui. Est-ce que la nouvelle est une vraie nouvelle ou c'est une information qui a été construite? Parce qu'on sait que ce détail-là peut faire toute la différence. Là. Parce que je prenais ce midi Poutine qui disait ouvertement « C'est pas si grave que ça, on n'est pas si méchant que ça. » Je dis ça en mes mots à moi, là, mais c'est ce que ça voulait dire. Puis là, vous m'arrivez avec ça. Là, je me dis, voyons, c'est moi là, qui est dans le champ. Je pense que Poutine est encore plus loin dans la désinformation. Les Russes sont des spécialistes de la désinformation, du contrôle de l'informatique. On le sait à quel point ces gens-là sont armés pour pouvoir faire très mal dans la guerre à l'information et de tout temps. Donc ça, effectivement, j'ai beaucoup plus confiance au discours ukrainien qu'au discours russe, rassurez-vous. Mais en même temps, est-ce qu'on est attentif au discours ukrainien? Ça aussi, tu sais, M. Zelensky, quand il est venu à la Chambre des communes, puis quand on a accueilli même des députés russes, parce qu'évidemment, c'est des députés femmes, parce que les hommes sont conscrits, évidemment, en Ukraine. Donc, ces députés-là qui nous faisaient un appel à prendre les armes. Le message de dire
dans un échange avec une de ces députées-là, dire bon, ben, l'Occident, l'OTAN attend que la ligne rouge soit traversée, mais quand on attaque un hôpital pour enfants, c'est ça, traverser une ligne rouge? Ben, qu'est-ce qu'on attend de plus pour agir du côté de l'OTAN? Voilà. Évidemment, Voilà. c'est la peur de l'escalade, la peur d'attaquer un homme qui est rendu un peu déréglé, qui est proche du bouton rouge et qui pourrait l'actionner dans une situation de désespoir. Et ça, c'est terriblement inquiétant. Je comprends la réserve de l'OTAN. Je comprends par contre qu'on devrait peut-être aller plus loin dans nos actions. Le gouvernement, surtout auprès des réfugiés, notamment, bon, il y a de l'espoir un peu ces derniers temps qu'une passerelle aérienne puisse se faire. Il y a de l'ouverture depuis la dernière fin de semaine. Mais il a fallu qu'on pose des questions pendant 3, 4, 5, 6 semaines à tous les jours à période de questions pour demander d'accélérer les traitements des demandes de réfugiés ukrainiens. Est-ce que le Canada, au moment où l'on se parle, en fait assez? C'est une excellente question parce que je pense que les sanctions économiques étaient une bonne mesure. C'est en faire plus, c'est quoi la conséquence d'en faire plus? Et en faire plus peut rapidement en faire trop. Est-ce qu'on peut en faire plus pour les gens qui sont sortis, évidemment, du pays? Comme je disais tantôt, là, ça serait très simple de faire une passerelle aérienne, d'aller chercher, noliser des avions. Si la question, c'est des données biométriques, ça, je suis d'accord. Il faut s'assurer que toutes les personnes qui rentrent au pays puissent avoir une fiche. Par contre, est-ce qu'on peut être capable d'attirer les gens un peu plus rapidement? Avoir un avion qui part d'un camp de réfugiés, évidemment, un endroit où c'est sécuritaire de voler, aller et retour, s'en venir à Montréal, et de là, trouver des gens qui sont là pour prendre des données biométriques puis pouvoir régulariser leur situation, leurs papiers et autres. Et après ça, s'assurer que c'est une mobilisation qui se fait, qui est particulièrement forte ici en Abitibi-Témiscamingue, qu'il y a des familles qui sont prêtes à les accueillir, que le lien pourront se faire, que leur papier aura été régularisé très rapidement. Parce qu'il y a des délais qui sont importants en ce moment. Puis ce sont des gens qui sont dans une situation dans laquelle même il y a tellement de demandes dans les refuges qui sont poussés en dehors des refuges très rapidement pour s'organiser. Donc la situation est catastrophique. Le Canada est une terre d'accueil. Bon, est-ce qu'on peut en faire plus, être plus rapide là-dedans? Ça, moi, je pense que c'est un lieu sur lequel on peut en faire plus. Est-ce qu'on fournit des armes déjà? Est-ce que d'aller au front, là, est-ce qu'on franchirait encore là cette fameuse ligne rouge? Et comment réagirait vraiment Vladimir Poutine là-dedans? Ça me fait évidemment très peur. Donc, j'espère. C'est une question sans réponse. Est-ce qu'on envisage ça? De prendre des armes pour eux autres? Je prends ça pour acquis que c'est envisagé. Je prends pour acquis que c'est envisagé. Sauf que c'est pas fait. Et c'est loin d'être fait. C'est tout un jeu d'action et conséquences. Si on avance d'un pas puis qu'on fait en sorte que là, ça devient une On fait partie de l'OTAN? Oui, évidemment. Alors, si on prend les armes puis on y va. Normalement, tout le monde irait, mais en même temps, on est une. Les Russes peuvent partir par le nord avec leurs avions, puis ils sont assez rapidement au Canada ou aux États-Unis. Exactement. Donc, c'est une géopolitique. On marche sur des mines comme celle-là. C'est très, très miné. C'est terriblement miné. Et c'est pour ça que je ne suis pas capable de répondre à ta question. Dans le sens que si on se dit, est-ce qu'on en fait assez, c'est quoi en faire un peu plus? Est-ce que c'est en faire trop? Et c'est quoi la conséquence? Si on mesure ça de façon très objective, quelles données qu'on peut prendre? Est-ce que c'est... Je vais être un peu... pousser un peu loin le bouchon, mais si c'est en nombre de morts qu'on veut éviter, est-ce que d'en faire plus, c'est d'en faire trop, donc de finalement déclencher une guerre qui va créer beaucoup plus de pertes, et particulièrement chez les Ukrainiens, parce que beaucoup de guerres qui impliquent l'OTAN, les États-Unis et la Russie se passent en dehors de leur territoire. Si on prend toutes les guerres de la guerre froide, le Vietnam, évidemment, la Corée et d'autres, est-ce qu'en faire plus, en faire trop? Moi, je reste toujours dans ce paradigme-là et j'essaie de m'intéresser quand même à ce conflit-là d'une façon la plus humaine possible. Mais oui, c'est terriblement confrontant, puis je vous cache pas que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions chez nous aussi. J'en suis persuadé. Qui va casser, qui va capituler le premier dans ces deux dirigeants-là? Est-ce qu'on peut en arriver, là, au moment où l'on se parle? On est à la mi-avril. Est-ce qu'on peut en arriver à un certain compromis pour en arriver après à un accord pour dire un cessez-le-feu, puis garde? Je l'espère toujours. Ce qu'on constate, c'est que c'est une guerre qui finalement va peut-être s'étirer à travers le temps. Ce qui n'était pas nécessairement la stratégie russe au départ, je pense pas. Je pense que c'était la stratégie du diachylon. Oui. Donc, si ça s'étire à travers le temps, il faudra aussi, comme Occident, être ouvert à ce que le dirigeant Poutine ne perde pas la face. Donc, il y a des compromis qui vont lui donner un sentiment de victoire. Est-ce qu'on est prêt à faire ce conflit-là? On sait que dans l'histoire, quand on a humilié
des dictateurs ou des dirigeants militaires, Ça on coûtait- aura payé le prix ça en vie coûtait humaine cher, plusieurs ça, là. années plus tard. Oui, exactement. le- Et Poutine n'admettra jamais perdre. Probablement pas. Probablement pas. Puis c'est un conflit, l'Ukraine, qu'on sait qui dure depuis plusieurs années. Là. Oui, Cette oui. guerre-là est déclenchée d'au moins depuis 2014. Là, elle est très, très active, elle est très chaude, mais il y avait déjà des invasions russes qui se faisaient sur le terrain. Et donc, comment on sort de cette guerre-là, on devra être ouvert à des compromis. Puis beaucoup de gens, et pour cause, sont très intransigeants envers Poutine. C'est de l'amener, l'humilier au tribunal international. Peut-être que si on se rend là, c'est qu'il va être totalement désarmé. Mais ça, il y a une... En tout cas, la Russie, la population russe ont une responsabilité peut-être là-dedans, mais elle n'est pas évidente à prendre. Là. Est-ce qu'on peut en venir avec un médiateur? Ça serait qui, Gabi? C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Tu penses C'était ma deuxième question. Si vous m'auriez dit oui, j'aurais dit, mais qui on nommerait? Parce que, tu sais, les seuls alliés majeurs que je vois de la Russie, puis alliés qui ont pas tant voulu les aider non plus, sont pas allés au front, mais c'est la Chine. Ouais. Mais la Chine n'est pas tant reconnue comme un intermédiaire crédible par l'Occident, par les États-Unis, bien au contraire. Donc, c'est pas tant la possibilité. Bien, il s'est créé quelque chose dans lequel le Canada fait partie des intermédiaires ou des arbitres un peu plus dans une table de négociation, mais ça fait déjà 2 semaines, on n'a pas senti que ça a abouti à quelque chose. Donc, non, il faudra peut-être faire preuve de patience là-dedans. Tu sais, il y a des pertes énormes chez les Russes, énormes chez les Ukrainiens. Est-ce que c'est... Qui va en venir... Qu'est-ce qui va être la fin de ça? À ce stade-ci, là, plus ça avance, plus c'est difficile à prédire. Le conflit n'est pas à la veille de se terminer, j'en suis persuadé. Puis, ça va faire encore des morts et des morts, mais il va falloir que ça s'arrête un jour. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est le contrôle des ressources? Est-ce que c'est des voies de passage? Là, la mer Noire devient de plus en plus difficile d'accès pour les Russes. Exactement. Donc, ça, c'était peut-être un des premiers objectifs stratégiques. Est-ce que c'est le passage vers l'Europe? Est-ce que c'est la propriété des minéraux critiques stratégiques? Est-ce que c'est Il y a tellement d'enjeux. Est-ce que c'est le blé, l'agriculture? Tout ça a énormément d'impact, effectivement. Effectivement. On va délaisser l'Ukraine, M. Sébastien, puis on va parler d'une alliance PLC-NPD. Mm-hmm. Surpris ou vous y attendiez un peu? On peut pas dire qu'on était surpris de ça parce que on avait déjà vu une frasque de ça dans le débat sur les mesures d'urgence. De voir que le NPD a fait preuve de si peu à mon sens, là, de si peu de réflexion, d'introspection dans ce conflit-là et qui ont accepté sans trop broncher une loi aussi démesurée qu'une loi des mesures d'urgence nous ouvrait la porte à ça. Ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que c'est pas un processus, c'est à la fois formel et informel. On veut jouer sur les 2 tableaux du côté du NPD. On sait qu'ils vont avoir accès à des rencontres stratégiques d'organisation. D'abord, du côté des whips, des leaders, à chaque semaine, les chefs vont se rencontrer de façon peut-être trimestrielle. Il y a des groupes de travail qui vont se faire. Moi, une des conséquences de cette alliance-là, c'est qu'il va pouvoir y avoir des bâillons qui sont demandés pour le gouvernement à chaque fois qu'il va sentir que le temps s'étire trop. Donc, ils vont vouloir accélérer les choses, puis en faire un point de confiance. Et là, le NPD est obligé de rentrer dans le rang, puis ils vont donner leur appui. On l'a vu le budget de la semaine passée, comment c'est un budget qui est faible, comment c'est un budget qui est mauvais pour le Québec. Mais le NPD a signé le chèque avant de voir le montant. Donc, on se retrouve avec une situation comme si on était un gouvernement majoritaire. Mais en contrepartie, le NPD a accès aussi à de l'information. Est-ce que cette information-là, quand ils sont à la période de questions, est-ce qu'ils sont encore crédibles pour poser des questions à un gouvernement puis dire on n'est pas content de ce que vous faites au niveau de l'environnement, par exemple? C'est ça. Comment le NPD va pouvoir critiquer le gouvernement en place? Puis même, je me rends plus loin que ça, Maître M. Sébastien, je me rends plus loin que ça. Je m'en vais jusque à vous dire, si on se reporte à la prochaine campagne électorale, c'est loin, vous allez me dire, mais quand même,
si on se reporte à la prochaine campagne électorale, comment le NPD et M. Singh vont pouvoir critiquer ce gouvernement-là? Pour moi, c'est très difficile de m'imaginer là-dedans. Je trouve qu'il y a un double jeu, double discours qui est très questionnable d'un point de vue démocratique. Énormément. Tu sais, pour moi, l'aspect d'un gouvernement responsable, c'est fondamental. De rendre des comptes au peuple, c'est fondamental. Quand tu rends des comptes à une opposition entre portes closes, c'est là que ça devient dangereux, puis qu'il y a des dérapages, qu'il y a des dérives. Après ça, si Jagmeet Singh se voit comme le prochain Tommy Douglas puis qu'il aura réussi à rentrer dans l'histoire des principes comme l'assurance dentaire ou une assurance médicaments, parce que c'est ça qui semble être la motivation derrière, mais encore là, c'est pas bon pour le Québec. Non. Parce qu'on offre déjà ces services-là pour les enfants. On l'a déjà, nous aussi. Et l'enjeu, ça va être, est-ce qu'il y aura une pleine compensation pour le Québec, un droit de retrait avec pleine compensation, pour qu'on puisse mettre cet argent-là ailleurs. Sinon, on va payer pour des services que les autres vont avoir, puis que nous, on va payer 2 fois. Exactement. Et ça ne fonctionne pas. Puis quand on regarde le dernier budget, encore une fois, ça l'ouvre la porte à une centralisation des pouvoirs à Ottawa, des dépenses, des intrusions dans les champs de compétences des provinces. Et ça, ben, c'est rien de bon pour une paix avec le Québec et le Canada. Tu sais, c'est considéré, c'est de donner les ingrédients de la chicane. Non? Parce que ça, là, c'est quand même pas... C'est pas nouveau, là, cette alliance-là, parce que, ben nouveau, oui, mais seulement que, ben nouveau, avec M. Broadbent, Trudeau père, on peut descendre plus loin, mais je veux en venir, parce que moi, je fouille beaucoup dans la politique, puis je suis tombé sur un article du 9 novembre 2021, c'est quand même pas très loin, puis on parlait à ce moment-là déjà d'une rencontre qui aurait eu lieu entre Justin Trudeau et Jagmeet Singh concernant une possible alliance entre les deux partis. Fait que ça ne date pas depuis... Là, on se lève un matin, on décide, regarde, Jack, à soir, là, on se rencontre, puis on va faire une alliance. Ça veut dire que c'est dans le portrait des deux partis depuis quand même un certain bout de temps. Qui a réfléchi à ça, puis que, tu sais... c'est dans la sphère des possibles. Peut-être j'aurais aimé mieux voir quelque chose d'un peu plus formel, qu'on reconnaisse que ce soit un gouvernement de coalition et qu'on laisse les oppositions faire leur travail d'opposition. Parce que là, c'est ça, il y a de l'information privilégiée, puis ça, je reviens là-dessus, c'est quelque chose qui me questionne énormément. Le NPD va jouer sur les deux côtés, mais tout en favorisant le gouvernement. Et dans ce sens-là, il y a une hypocrisie. Puis, comme je dis, le pouvoir qu'ils ont pris, les libéraux, de mettre fin à tous les débats qui ne font pas leur affaire, ça va créer un contexte où le Parlement va être relativement chaotique. Parce que les conservateurs répondent à ça en amenant beaucoup d'études, beaucoup d'éléments qui vont nuire à ralentir le rythme parlementaire. Et là, on va s'opposer des bâillons, etc. Ça risque d'être des années, des sessions qui risquent d'être beaucoup moins intéressantes. Ça allait en tout cas déséquilibrer le jeu politique et les rapports de force qu'il avait. Mais en bout de ligne, je pense pas que ça va être si avantageux que ça pour le NPD, puis encore moins pour les libéraux. Je vois encore le visage de votre chef, M. Blanchette, parce que lui, il est vraiment pas de bonne humeur, là, c'est sûr et certain. Mais moi, je me dis, et je ne suis pas le seul, que les grands perdants de cette alliance-là, c'est le Bloc. Ça, pour moi, pas nécessairement. Parce que maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est une réaction d'acteurs qui n'ont pas bougé beaucoup dans les dernières années. Puis je pense particulièrement au gouvernement du Québec, le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Un des principaux enjeux, et on a voté contre le budget, on s'est positionné contre parce que nos deux principaux enjeux, les aînés et les transferts en santé, sont absolument absents de ce budget-là. Et les transferts en santé, je me répète à chaque fois que je suis assis ici, on parle de 28 milliards, ramener les dépenses à 35 %. Actuellement, ils sont à 22 %. Avant, ils étaient à 50 %. Si on traite le Québec de pauvre constamment, il faut penser que là-dessus, le gouvernement fédéral a un manque à gagner à chaque année de 6 milliards. Si on avait 6 milliards de plus dans les coffres du côté de Québec, ça ferait toute la différence dans notre système de santé. Et là-dessus, là, Legault devra peut-être en faire un peu plus. On est dans une année préélectorale, on vient de vivre une partielle. Il y a peut-être là un timing assez intéressant pour réaffirmer un caractère un peu plus revendicateur. Même chose l'Ontario qui va tomber en élection. Peut-être qu'ils attendent de sceller leur sort, mais si les provinces se commencent à être beaucoup plus revendicatrices qu'ils le sont, on réclame un sommet notamment sur la question des transferts en santé, là, la dynamique va pouvoir changer et à partir de là, effectivement, le poids va être sur les épaules du NPD et des libéraux
une coalition néolibérale, j'aime bien l'expression, j'aime bien les paradoxes et je trouve que appeler néolibéraux, c'est assez intéressant, mais la situation va bouger. Et après ça, moi, qu'on centralise le Canada de cette façon-là, c'est de démontrer réellement c'est quoi le Canada aux gens du Québec. Et il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, ce pays-là ne nous sert plus, ne nous sert pas et finalement prend des décisions contre nous. Et ça, ben peut-être que ça va être aussi un des premiers pas qu'on aura à faire vers une autonomie du Québec, vers un pas vers l'indépendance. Si ça amène une prise de conscience, moi, ça ne me choquera pas. Est-ce que les partis politiques ont vu cette entente-là, ont pu lire cette entente-là? Est-ce que c'est une entente verbale ou c'est une entente signée en bonne et due forme que le gouvernement Trudeau se doit de respecter ou s'il peut faire un petit peu un époussetage avec? Ils vont jouer un peu sur les deux tableaux. Oui, il y a des éléments d'entente formelle. Ils ont envoyé le même communiqué au même moment avec les mêmes mots. Donc, on s'entend, c'est une entente qui est formelle à ce moment-là. Si deux parties envoient le même communiqué avec les mêmes éléments d'entente. Il y a notamment là-dedans le fait de s'entendre pour supporter le gouvernement sur des questions de confiance. Et ça s'applique aussi dans les comités. Les comités sont normalement un endroit dans lequel on pose des questions qu'on va en profondeur dans les dossiers. Et là, encore là, le gouvernement libéral va pouvoir dire au NPD, bon, ben là, vous allez faire partie, vous allez nous permettre de filibuster, vous allez nous permettre de mettre fin à un débat dans lequel on aurait des comptes à rendre. C'est extrêmement dangereux d'un point de vue de transparence, par exemple. Donc oui, ça me questionne énormément. Mais d'un point de vue politique, on verra dans... Bon, si ça va 3 ans, déjà là, est-ce que le NPD, son historique, n'a jamais prouvé qu'ils sont capables de tenir vraiment tant que ça leur parole? Et les libéraux n'ont jamais montré tant de respect envers le NPD. Je serais très surpris qu'on aille au bout de ces 3 ans-là d'alliance. Mais si vraiment ça se faisait, je ne suis pas sûr que c'est le Bloc qui serait perdant de ça. Là. Est-ce qu'on peut vraiment dire que M. Trudeau là, a acheté une majorité jusqu'à la prochaine élection? C'est là la bonne question. Est-ce que ça va se rendre jusqu'à la prochaine élection? Est-ce que ça va lui servir à lui personnellement? Pour l'instant, on sentait qu'il riait pas mal en déposant le budget, parce que c'est pas un grand budget. Là. Oh non, non. C'est un budget très, très mince. On a déclenché une élection parce que le gouvernement voulait donc avoir des marges de manœuvre importantes puis que c'était donc ingérable la situation. L'élection a donné le même résultat. Le budget de l'année passée est à peu près ça d'épais, puis celui de cette année, il est ça d'épais. Fait que ça démontre comment l'urgence de déclencher une élection. On a pris les gens en otage un peu dans les circonstances. Puis c'est ce qui se poursuit. Le gouvernement libéral ne démontre pas le meilleur de lui-même en ce moment, absolument pas. Puis cette alliance-là va juste les rendre plus paresseux. Dans les murs du Parlement, dans les partis politiques impliqués, comment est perçue cette entente-là? Ben, comme je vous dis, du côté du Bloc et des conservateurs, c'est pas nécessairement une entente qui était qui est positive. T'sais, il y avait je me permets une petite anecdote parce qu'elle était quand même comique en chambre. Justement, le premier jour où ça a été scellé, il y a eu la période de questions. Quand Jack Meeting s'est levé pour poser une question à Justin Trudeau, on a vu notre leader à l'intérieur pour le nommer, qui prend son crayon, qui s'approche des François, qui prend le verre, puis qui se met à ding, 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 comme le son d'un mariage. Je peux vous dire que plusieurs députés ont embarqué là-dedans, donc ça l'a fait un peu une cacophonie, comme si on soulignait le mariage entre les deux, mais c'est de démontrer toute l'ironie de la situation. Les conservateurs ont voulu amener ce point-là un peu plus loin, de dire, bon ben ça pour eux, c'est une coalition. Est-ce qu'on doit formaliser la coalition? Et surtout sortir le NPD de ses privilèges d'opposition, de poser des questions à la période des questions, d'avoir du temps de recherche. Est-ce que c'est légitime de voir des gens qui ont accès à la recherche du gouvernement et la recherche de l'opposition? Ça, ces questions-là sont très légitimes et ne se poseront pas parce que l'alliance n'est pas une alliance formelle. Mais vraiment, en tout cas, elle mérite d'aller plus loin, cette réflexion-là. Si c'est un gouvernement majoritaire, qu'on le reconnaisse comme ça, si c'est un gouvernement de coalition, on le reconnaît comme ça. Et si ce n'est pas le cas, ben ça ne devra pas être reconnu comme ça. Parce que quand on parle d'une alliance, on se souvient de Ed Broadman, du NPD, avec Trudeau père, il y avait eu alliance. Mais c'était presque la fin de la carrière de M. Broadman à ce moment-là. Est-ce qu'on peut assister à la même chose aujourd'hui, mais versus M. Singh? Il y a des risques, puis en même temps, si on me pose la question à quoi sert réellement le NPD en ce moment, tu sais, leur principal cheval de bataille sont des compétences des provinces. Si on a le goût de gouverner une province, ben qu'ils aillent dans leur province.
En ce moment, ils nuisent à la dynamique parlementaire, effectivement. Je ferai pas... j'ai pas beaucoup de sympathie, effectivement, pour cette alliance-là. Est-ce qu'on peut, mais là, on va extrapoler en mots justes, par exemple, là. Mhm. Mais est-ce qu'on peut prédire que ces deux chefs-là, Trudeau, Jack Meeting, ne seront pas là à la tête de leurs partis respectifs lors d'une prochaine élection? Ben, on peut pas prédire ça dans mesure où que j'aurais pensé, après l'élection, qu'il y aurait eu plus de grogne dans ces partis-là. Parce que pour C'est les un fait, libéraux, exactement, oui. être minoritaire, c'est une défaite dans la culture politique libérale. C'est une culture du gagnant. Et finir sans la majorité, c'est pas de gagner. Et ça fait déjà 2 élections que Justin Trudeau n'amène pas la majorité. Mais les troupes sont restées, malgré un Joel Lightbound, par exemple, qui est sorti contre son gouvernement, les troupes sont restées unies. Du côté du NPD, c'est encore plus drôle. Ils ont gagné un seul siège, mais sont passés de 24 à 25. Ce qui est une raclée, là. Oui, c'est sûr. Mais le contexte fait en sorte que jamais il a été critiqué dans son leadership. Les conservateurs, par contre, qui ont perdu peut-être 2 sièges, ah ben là, c'était la fin complètement. Et le vote de confiance, le chef l'a complètement perdu. Et là, on est en course à chefferie chez les conservateurs. Donc, la dynamique politique, elle est très spéciale et les cultures politiques de chaque parti distinctes. Mais visiblement, Jack Meeting ne veut pas être critiqué par la base du NPD. Mais qui reste membre du NPD, c'est une base, une frange qui est de plus en plus aussi minoritaire, qui représente de moins en moins de gens dans la société. On va terminer avec la course à la chefferie du Parti conservateur. Voyez-vous une possibilité que M. Charest pourrait être à la tête du Parti conservateur du Canada? Moi, j'estime que les chances sont très faibles parce que le système de votation des conservateurs a changé entre l'élection d'Erin O'Toole et celle de la présente campagne. Donc, il y a moins de poids dans chaque circonscription. C'est chaque membre a un poids. Donc, comme il y a plus de membres dans l'Ouest canadien, dans une frange un peu plus proche de l'Alliance canadienne, si on se rappelle, à une certaine époque, comme cette frange-là a plus de poids politique que les circonscriptions, le Québec a perdu beaucoup de poids, l'Ontario aussi. Donc, la seule chance que j'y vois, c'est si Jean Charest vend beaucoup de cartes de membres. Il y avait un objectif, je pense, de 1000 par jour. 1000 par Et jour. Patrick Brown fait la même chose. Et qu'il y a une alliance entre les deux, qu'on associe davantage aux Red Tories, un peu plus progressistes, et que celui qui finit deuxième va chercher les votes de 1. Et là, ce serait capable peut-être de balancer un peu Pierre Poilievre. Donc, c'est la seule chance, c'est de finir deuxième au premier tour et d'être capable de rallier les votes des autres. Ça va être quand même... C'est le premier tour qui va tout faire la différence. C'est là qu'on va voir si vraiment M. Charest pourrait avoir une chance en allant s'allier ceux qui ne seront pas du deuxième tour. Et sa campagne a plutôt mal commencé. Il y a des erreurs. Bon, est-ce que c'est Très la mal fraude informatique commencé. et autres? Oui. Ça lui appartient. Mais est-ce que la campagne s'en va aussi vers un anybody but? Donc, tout le monde contre Pierre Poilievre, par exemple. Et ça peut influencer des donnes. Là, qui aurait dit que Stéphane Dion allait devenir chef du Parti libéral? En tout cas, sûrement pas moi, puis sûrement pas bien des libéraux eux-mêmes. Et ça a donné le résultat que ça a donné. Hein? Et voilà, exactement. Je pense qu'on va passer un été encore politique. J'en suis persuadé avec cette course-là. Et puis aussi, bien, avec des élections provinciales le 3 octobre prochain. Je pense qu'il va y avoir des barbecues qui vont se faire aller, monsieur. Ben, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans la région parce que pour l'instant, on sait que les 3 députés sortants se représentent. Oui. Mais comment va s'installer les dynamiques? Est-ce que ça sera encore une course à 4 dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, une course à 2 en Abitibi-Ouest, un couronnement en Abitibi-Est? Peut-être que ça va bouger, mais les résultats de l'élection partielle de cette semaine nous amènent à voir que finalement, François Legault n'aura pas tant de comptes à rendre sur sa gestion. Je pense qu'il y a eu sa réponse à la partielle de Marie-Victorin. J'en suis persuadé. Monsieur Sébastien, bon été à vous. Merci infiniment. Merci, Gaby. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. À bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Sébastien, et bon été. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.